Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour ma première vidéo en face cam. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps et puis vu que c'est la Coupe du Monde, autant la faire tout de suite. Pour cette vidéo, il y aura 4 parties. La première, ce sera sur les favoris, deuxième sur les potentiels outsiders, les potentielles belles histoires et enfin, je vais vous faire mes pronos pour chacune des phases de groupe. Évidemment, bon, le top 5, c'est pas du classique, je vais vous le dire vite fait, c'est Espagne, Argentine, France, Angleterre, Portugal. Alors pour l'Espagne, évidemment, une très belle équipe sur papier, une équipe championne d'Europe en 2024. Une très bonne équipe sur papier, on pense notamment aux 3 gardiens de but. Unai Simon qui certes ne sort pas d'une très grosse saison avec Bilbao, mais qui est quand même le capitaine et qui est là depuis au moins une bonne partie de la décennie. Johan Garcia, élu meilleur gardien de la Liga, et surtout David Raya, élu meilleur gardien de la PL et également finiste de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un exemple tout autre du fait que la sélection espagnole est fournie en termes de joueurs. Par contre, j'ai relevé un petit bémol pour l'Espagne, c'est ses parcours en Coupe du Monde, voilà. Depuis le sac en 2010, c'est élimination en 2014 dès les phases de poule, élimination dès les huitièmes en 2018 alors qu'elle était favorite. En 2022, Luis Enrique est venu, alors une équipe un peu différente de celle d'aujourd'hui, malgré le fait qu'il y avait déjà Pedri ou encore Ferran Torres entre autres, voire même Dani Olmo. Et là, certains disent même que Luis Enrique a permis à l'Espagne de retrouver quelque chose qu'elle avait perdu depuis quelques années et que De La Fuente s'est chargé notamment de ce sacre en 2024 à l'Euro. Mais malgré tout, je vois comme tous les autres l'Espagne favori, je les vois également soulever le Graal du football. Et même avant le sac en 2010, on peut voir ces 2 dernières éditions du 21e siècle. 2006, élimination dès le 8e face à la France de Zidane alors que les Espagnols disaient on va mettre Zidane à la retraite. Voilà quoi, on connaît ce scénario. Et également en 2002 avec la fameuse Corée du Sud et ses scandales d'arbitrage qui font que les Espagnols ont été éliminés dès les quarts de finale. Et également j'ai relevé quelque chose, une stat qui est préoccupante pour l'Espagne en Coupe du Monde. C'est le fait qu'elle n'ait fait qu'un seul dernier carré, et c'était en 2010 lorsqu'elle a été sacrée en Afrique du Sud. Mais malgré tout, comme tout le monde, je vois l'Espagne favori du mondial et également soulever la Coupe du Monde à la fin de la compétition. Il y a 8 ans, Scaloni reprenait une sélection argentine tellement malade à tel point que on se souvient de Sampaoli qui demande carrément à Messi d'Ivoire tu veux qu'on fasse des changements et si oui, est-ce que tu veux qu'on fasse rentrer quel joueur à la place de quel joueur lors de l'édition 2018. Donc vous l'avez compris, c'était également une très grosse crise au sein de la sélection argentine, à tel point qu'elle a perdu pas mal de ses joueurs emblématiques, comme notamment Mascherano. Et quand Scaloni arrive aux commandes de la sélection, certains disent pas il va révolutionner, il va nous faire gagner et tout. C'était même l'inverse, certains étaient même critiques envers lui, dont Diego Maradona. Mais au final, le temps lui a donné raison, 8 ans plus tard, 3e en Copa América 2019. Vainqueur de la Copa América en 2021 au Brésil, la victoire en finalissima face au champion d'Europe italien, évidemment la 3e étoile en 2022, et enfin la victoire en Copa América face à la Colombie en 2024. Cependant, on peut relever quelques lacunes physiques pour l'Argentine, avec notamment un 11 qui est inchangé. Je pense notamment au fait qu'il y a encore Lionel Messi, Otamendi, Emiliano Martinez, Molina ou encore De Paul. Donc voilà, c'est des gars qui étaient présents avant Scaloni, qui étaient même présents pendant les sacres, pendant cette période dorée de l'Argentine. Donc à voir si sur un plan physique ils arriveront à tenir, même si c'est vrai que le groupe paraît simple sur le papier pour eux, avec l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie. Malgré tout, je mets quand même l'Argentine 2e, car même si elle a quelques lacunes physiques, ça reste quand même une équipe qui se connaissent depuis plusieurs années. Et un autre point que j'aimerais voir, et que tout le monde aimerait voir, c'est est-ce que ces joueurs ont encore faim de titre ? Parce que comme je vous le dis, il y a quand même 4 titres remportés en 8 ans, dont une Coupe du Monde et 2 Copa América. Voilà, affaire à suivre, ça va être un des questionnements de cette Coupe du Monde. Est-ce que ces joueurs argentins ont encore faim de titre pour leur dernière en Coupe du Monde ? En ce qui concerne le 3e favori, j'ai beaucoup hésité entre la France et l'Angleterre, mais je me suis mis sur l'équipe de France. Alors évidemment, comme tout le monde, je suis hypé par le trident offensif, enfin que dis-je, même par l'apport offensif de cette équipe, ce qu'elle peut mettre sur le papier avec notamment Mbappé, Désiré Doué, Dembélé, Cherki, Olise entre autres. Par contre, j'ai relevé des lacunes, notamment au milieu de terrain avec ce double pivot. Alors sur un plan physique, ça va, ça peut aller, mais quand va venir par exemple les grosses échéances, notamment vers les quarts, avec les gros comme l'Espagne, le Portugal, entre autres qui ont un meilleur milieu de terrain que nous, est-ce que Tchouaméni et Rabiot seront au niveau à ce moment-là d'un point de vue technique? C'est ça la question. Pour ce qui est également des certitudes, et j'ai pas peur de le dire, Maignan, un des meilleurs gardiens pour l'instant du moment,
Alors certes, Milan finit 6ème, mais c'est pas en partie de sa faute. Il fait également une meilleure saison que la saison dernière, et également dernière centrale avec Saliba ou Upamecano, qui est toujours au très haut niveau. Saliba qui est champion d'Angleterre, enfin 22 ans après avec Arsenal, et qui est finaliste de la Ligue des Champions. Et Upamecano qui sort d'une très grosse saison, qui fait demi-finale de Ligue des Champions et qui est champion de Bundesliga. Autre que milieu de terrain, j'ai relevé également le fait qu'on a un gros problème de latéraux. Alors certes, par exemple, pour ma part, je mettrai toujours Théo Hernandez et Jules Koundé. Mais bon, Jules Koundé sort pas d'une très grosse saison avec le Barça, donc affaire à suivre. Théo Hernandez, c'est un latéral que j'ai toujours aimé depuis ses débuts à Milan. Mais voilà, depuis qu'il est en Arabie Saoudite et depuis sa dernière saison au Milan, c'est plus le grand Théo Hernandez. Mais malgré tout, je le préfère à un digne. Pour ce qui est de l'attaque, je garde toujours cette attaque à 4. D'un côté, certains disent que Deschamps va opter pour un 4-3-3, d'autres disent qu'il va garder son 4-2-3-1 ou son 4-2-4. Pour ma part, je pense qu'il va garder ses deuxièmes options. Alors évidemment, Makelele va rester. Je mets très bien un Cherki en numéro 10, Dembélé en 9, en faux 9 comme au PSG, et Mbappé à gauche. Et pour ma part, je pense que ça peut être un Doué qui peut être sacrifié, ou même encore un Cherki. Donc voilà, c'est mon avis, mais je pense qu'on sortira des phases de poule. Alors je vous dirai dans la quatrième partie quand on parlera des phases de groupe, qui est clairement un groupe costaud avec le Sénégal et la Norvège. En ce qui concerne l'Angleterre, vous l'avez sans doute vu, hors Angleterre et même en Angleterre, ça fait beaucoup débat. Tourelle a décidé de se passer de 3 éléments notamment qui sont pourtant individuellement des joueurs qui peuvent te libérer un match. En l'occurrence, Trent Alexander-Arnold, Phil Foden et évidemment Cole Palmer. Optant notamment pour des Madueke, des Rhys James qui est devant un Trent. Et malgré la retraite de Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold n'avait jamais eu une histoire avec l'Angleterre sous Southgate, et bah on dirait bien que sous Tourelle, c'est bien parti pour. Comme l'a dit Tourelle, il opte notamment pour, un peu comme Deschamps, la vie de groupe. Il opte notamment pour des joueurs qui sont assez réguliers dans leur club et pendant leur dernière saison, notamment cette saison-là. Il a également gardé des cadres comme Harry Kane également, Jordan Pickford, qui sont encore là, Marc Guéhi qui est en place depuis l'Euro 2024. Par contre, je vous avoue qu'une des surprises ça m'a vraiment surpris, je pensais qu'il allait vraiment ne pas le prendre, c'est Jude Bellingham, voilà. Durant toute la phase de qualif, il l'avait pris. Il y a un moment où il ne l'avait plus pris, il me semble que c'était pour cause de blessure ou pour cause de comportement, mais voilà. Il y avait un match où il avait mis Jude Bellingham sur le banc aussi, il me semble. Donc c'est pour vous dire que voilà, je pensais qu'avec, à l'image de Trent, il allait s'en passer, mais au final non, il l'a pris, donc affaire à suivre. Mais pour l'instant, à voir ce que Tourelle va proposer pour cette Coupe du Monde. Et pour une sélection anglaise qui sort pour l'instant d'une ère de, certes, c'est pas le plus beau jeu de l'Angleterre, c'est pas non plus une sélection qui nous a fait rêver, mais d'une ère où Southgate a quand même ramené l'Angleterre à 2 finales de l'Euro et à une demi-finale de la Coupe du Monde en 2018. Sélection également qui est favori, qui a toujours été favori depuis quelques années, avec notamment un vivier extraordinaire, c'est le Portugal. Alors évidemment, sur un plan défensif, on n'a pas un grand Ruben Dias, mais ça reste Ruben Dias, c'est lui le patron de la défense. On a également des côtés avec Cancelo, Mendes. Alors certes, un Cancelo qui n'est pas au pic de sa forme comme il l'était à Manchester City, mais ça reste un joueur qui peut apporter offensivement comme un Mendes. Au milieu de terrain, évidemment, on a d'un côté Vitinha, João Neves qui sort de très grosses saisons avec le PSG. Voilà, vous l'avez vu, le back-to-back. Un Bruno Fernandes, encore une fois, irréprochable United, qui dans une position haute montre qui il est vraiment et qui a été élu par toute l'Angleterre meilleur joueur de la Première Ligue. Par contre, c'est au niveau de l'attaque où je me pose des questions. Alors sur papier, c'est plutôt intéressant. Voilà, Gonzalo Ramos, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, João Félix ou encore un Pedro Neto. Mais c'est vrai que la plupart de ces joueurs, même tous ces joueurs, ne sortent pas de saison assez régulière. Voilà, Leao a notamment une pubalgie depuis cette saison. Pedro Neto, affaire à suivre. Ronaldo et João Félix, certes, ont été performants en Arabie Saoudite, mais est-ce qu'ils vont l'être dans les grands moments de cette Coupe du Monde, notamment? Malgré tout, je les mets quand même dans les favoris. Je pense qu'ils iront très très loin dans cette compétition. Et je les vois faire quelque chose avec notamment ce milieu de terrain qui est pour moi avec l'Espagne un des meilleurs milieux de la compétition comme tout le monde. Donc voilà. Bon voilà, vous l'avez compris, pour ce qui est des favoris, il n'y a pas vraiment des grosses surprises qui sortent. Voilà, c'est toujours les mêmes en général depuis quelques années, notamment France, Argentine, Angleterre. Même si c'est vrai que ce qui est plutôt bien avec les favoris que je vous ai cités, c'est qu'il n'y en a pas un qui se détache de la compétition, ni même l'Espagne. Voilà, certains ont des joueurs blessés, d'autres doivent encore savoir quel système mettre en place, quels joueurs doivent-ils mettre à leur poste.
quels sacrifices devront être faits pour cette Coupe du Monde. Rien qu'à voir en 2022, on est tous unanimes, voilà, c'était la Coupe du Monde de l'Argentine. C'était une sélection qui était invaincue depuis quelques temps. Bon, est venu ce premier match en Arabie Saoudite, mais par la suite, on a compris que ouais, c'était la Coupe du Monde de Messi, de l'Argentine. C'était également cette troisième étoile qui leur était destinée. Et là, bah, on voit un peu l'inverse, des sélections qui ont encore beaucoup de problèmes à régler, beaucoup de questionnements à résoudre. Voilà pour les favoris. Pour ce qui est d'Outsiders, par contre, ça a été compliqué de faire, de me choisir mon top 5, notamment. Je sais pas si pour vous ça a été le cas. Pour ma part, j'ai pris le Brésil. Alors voilà, depuis 2002, on attend encore ce 6e sacre brésilien. En 2006, c'était également la dernière du Joga Bonito, éliminé en quart de finale face à l'équipe de France. C'était l'équipe de Douga, une équipe assez défensive à certains moments, un sélectionneur qui a été critiqué pour ça. 2014, je pense qu'on la connaît également, ce drame en demi-finale face à l'Allemagne. 2018, élimination face à la Belgique. Et 2022, élimination face à la Croatie dans un match, un rebondissement, et qui s'est fini sur les prolongations et dans une séance de pénalty. Malgré tout, on avait l'habitude de mettre le Brésil dans les favoris, dans le top 5. Cette fois, c'est un peu différent. Certes, certains l'aimaient, mais pour moi, je les vois plus dans une position de outsider. Et même pour l'opinion brésilienne, certains les voient pas non plus. Certains ne les voient pas non plus comme des favoris indiscutables. Donc pour ma part, je les ai mis en outsider. Je pense que même si c'est vrai que oui, c'est une équipe. Voilà, vous l'avez compris. Malgré tout, on mettait tout le temps le Brésil favori de ces dernières éditions. Sauf que là, c'est un peu différent pour l'opinion populaire, mais également pour l'opinion du pays. Voilà, c'est une équipe qui fait pas tant rêver que ça, notamment sur le plan offensif. Même si c'est Carlo Ancelotti sur le banc, il y a encore beaucoup de questionnements, avec notamment la blessure de Wesley, qui était le latéral droit indiscutable de la sélection. Il y a également le fait que Vinicius, Rafinha, ce sont des très grands joueurs. Voilà, c'est des joueurs qui performent au Real Madrid, au FC Barcelone, mais qui n'ont jamais eu cette belle histoire qu'a pu avoir Neymar, par exemple, cette longévité. Ces moments qu'on pourrait décrire comme de la magie, comme des moments inoubliables. Donc ça manque de ma référence entre autres. Mais malgré tout, je les vois quand même dans une position d'outsider. Je les enterre pas complètement. Ils sont également dans un groupe abordable avec le Maroc, qui est peut-être leur gros adversaire pour la première place, l'Écosse et Haïti, donc affaire à suivre. Un peu comme le Brésil, une sélection qui nous a... Je vais pas dire qu'il nous a fait rêver, mais qui nous faisait peur à une époque, c'était la sélection allemande. Sauf que vous l'avez vu depuis le sacre en 2014, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a eu cet Euro 2016 qui s'est achevé dès les demi-finales face à l'équipe de France, mais qui reste comme une performance honorable pour un champion du monde. Une Coupe des Confédérations 2017 qu'ils a vu avec leur nouvelle génération des Joshua Kimmich, des Draxler entre autres, soulever ce trophée qui est certes mineur, mais voilà, ça reste un trophée. Par contre, la suite, c'est un peu compliqué. Élimination des phases de poule avec un groupe composé du Mexique, de la Suède et de la Corée du Sud. Élimination dès les huitièmes face à une équipe d'Angleterre. Élimination dès les phases de poule, encore une fois, alors que c'était un groupe un peu plus abordable sur le papier avec l'Espagne, le Japon, le Costa Rica. Par contre, depuis la reprise en main de la part de Julian Nagelsmann, ça s'est un peu mieux passé, avec notamment un Euro 2024 où on pourra évidemment en débattre avec Sidman Cucurella, qui a vu la sélection allemande faire un quart de finale avec une nouvelle génération, notamment portée par un Jamal Musiala, qui, on va en reparler, n'est pas non plus dans une très grande forme physique. J'ai également relevé quelques points négatifs sur la sélection allemande, également ce poste de gardien de but. Ça a beaucoup fait débat en Allemagne de pourquoi on a rappelé Neuer, alors que certes Baumann, c'est pas un crack, mais c'est un joueur qui sort d'une très bonne saison avec Hoffenheim, qui finit quand même top 5 de la Bundesliga. Et ça montre un peu les lacunes que va avoir l'Allemagne pour remplacer Manuel Neuer au poste de gardien de but. La charnière centrale, j'aime plutôt, voilà, Jonathan Tah et Nico Schlotterbeck qui sortent tous les deux d'une très bonne saison d'un côté avec le Bayern Munich et de l'autre le Borussia Dortmund. Ce qui concerne par contre Jamal Musiala et Florian Wirtz qui sont censés porter cette équipe d'Allemagne, qui sont censés être au visage de la sélection allemande, c'est un peu plus compliqué. Wirtz, alors sort pas d'une très grosse saison, alors je dirais pas catastrophique, je vais dire malgré tout une saison un peu moyenne, voilà, c'est pas non plus mauvais, mais c'est vrai que d'un point de vue observateur, on en attendait mieux. Côté de Musiala, ça a été un peu plus compliqué avec sa grosse blessure mondiale des clubs, qui fait qu'il n'a pas échappé aux pépins physiques cette saison. Donc à voir, et également ce poste de numéro 9, depuis les retraites de Klose et de Mario Gomez, on n'a pas vraiment trouvé deux numéro 9 capables de remplacer
ces deux grands joueurs, notamment Klose qui est meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors il y a évidemment Walter Madou qui avait bien commencé à Newcastle ce début de saison, mais qui depuis est passé sous les radars. On a également Kai Havertz, mais bon voilà, de base c'était un milieu offensif de base, mais voilà, c'est vrai qu'Arsenal et notamment Chelsea l'a plus vu comme un numéro 9, un faux numéro 9. Il y a également Denis Undav du VfB Stuttgart, mais bon, c'est pas des joueurs qui ont un grand vécu en sélection et qui sont notamment des numéros 9 indiscutables, notamment en sélection. Donc affaire à suivre, mais malgré tout, l'Allemagne présente des signaux positifs. Je pense notamment à Joshua Kimmich, qui est un des meilleurs milieux du monde et très régulier voilà, depuis quelques années. Cette défense centrale. Et un Manuel Neuer qui certes n'est plus dans la fleur de l'âge, mais qui peut être une solution sur cette Coupe du Monde. Vous l'avez compris, j'ai mis le Maroc, alors également une des sensations de la Coupe du Monde 2022, qui a été un peu la fierté africaine, qui a eu du mal à confirmer par la suite, avec notamment une CAN 2023 qui s'est achevée dès les 8e face à l'Afrique du Sud. Par contre, ça s'est mieux passé en 2025, alors on pourra avoir ce débat de oui, c'était le Sénégal qui a remporté sur le terrain, oui, le Maroc ne méritait pas et tout. En effet, c'est quand même une performance impressionnante d'être allé en finale après, voilà, ça faisait quoi depuis la CAN 2004 qu'ils n'avaient pas connu une finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, ils sont dans un groupe plutôt abordable, alors hormis le Brésil, que comme je vous l'ai dit, va se jouer avec eux pour la première place. Par contre, ça doit être abordable avec l'Écosse et Haïti notamment. Par contre, j'ai vu, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 11 juin, donc il va y avoir le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Et c'est officiel, Ezabde est forfait. Naïf Aguerd est forfait, et ça reste quand même de très grosses pertes. Voilà, Ezabde était un titulaire notamment sur la dernière CAN. Naïf Aguerd était également un des titulaires depuis quelques années avec Romain Seyss notamment. Voilà, quoi, ça va être de très grands manques. À voir comment va faire le sélectionneur actuel pour remédier à cela. Malgré tout, je note également de très bons points, notamment la paire des latéraux Mazraoui et Hakimi, ça change pas du tout. Ce double pivot avec El Ainaoui et Bouhaddi qui est clairement une très grosse pioche de la part de la Fédération marocaine de football. Peut-être le poste numéro 9, voilà, Saïbari, c'est pas un 9 de base. Il y a eu un choix fort avec la non-sélection de Enesiri qui était pourtant voilà, le 9, je vais pas dire de référence, mais qui était le 9 indéboulonnable du 11 marocain. Donc affaire à suivre, mais une équipe du Maroc qui aura beaucoup plus de pression et qui sera plus attendue au tournant pour ce mondial aux États-Unis. Enfin en Amérique, enfin, voilà quoi. Certes, les États-Unis, voilà, il y a certes États-Unis, Canada, Mexique, mais dans la majeure partie de la compétition, c'est plus les États-Unis qui vont avoir le plus de matchs sur son territoire. Donc voilà. Pour ce qui est des deux autres, j'ai choisi la Belgique. Alors c'est vrai que depuis la fin de la génération dorée des Hazard, des compagnies, des Fellaini, entre autres, ça a été un peu plus compliqué pour la sélection de Roberto Martinez après 2018. Voilà, on pense notamment, alors ça s'était plutôt bien passé en 2021 avec un quart de finale face à l'Italie. Par contre, élimination des phases de poule au Qatar. Un Domenico Tedesco qui n'a pas su prendre, redonner du sang frais à cette équipe qui a vu la Belgique éliminée dès les 8e de l'Euro 2024. Aujourd'hui, c'est Rudy Garcia, un francophone, qui a franchement, c'est plutôt bien passé pour les phases de qualification pour le mondial et qui a un groupe vraiment abordable. Voilà, il y a l'Égypte, la Nouvelle-Zélande et l'Iran. Donc techniquement et pour les observateurs, la Belgique devait être invaincue et devrait même faire 9 points pour cette phase de poule. Et on note notamment de très bons joueurs. Alors évidemment, il y a toujours les vieux briscards, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, accompagnés de joueurs intéressants comme Jérémy Doku, Youri Tielemans ou encore Charles de Ketelaere. Donc, affaire à suivre, mais cette Belgique, certes, n'est pas aussi flamboyant que sa génération dorée, mais attention à eux, je les enterrai pas complètement après la phase de poule, donc attention à eux. Alors pour le dernier outsider, c'est peut-être le cœur qui va parler, mais j'ai pris la Turquie. Après 22 ans sans Coupe du Monde, et après les innombrables expériences à l'Euro 2016, 2021, enfin 2020 si vous voulez, et l'Euro 2024, la Turquie est enfin de retour à un mondial et je suis plutôt content de ça. Et on présente également une très belle génération. Alors évidemment, on pense à Arda Güler, évidemment, je bégaye parce que voilà quoi, c'est des sentiments qui parlent. Arda Güler, Kenan Yıldız, Ferdinand Diallo, Uğurcan Çakır,
Mele Demiral, Hakan Çalhanoğlu, donc voilà, il y a clairement du beau monde sur le papier. Maintenant à voir, alors sur le papier, on va voir ces phases de poule avec les États-Unis, l'Australie, mais qui pour moi fait partie du top 5 des phases de poule à suivre pour ce mondial. Donc ce sera pas évident. Il y aura également une très grosse pression. On sait que voilà, le football en Turquie est vu voilà, comme un peu comme en Italie, en Colombie, comme une religion. Voilà, c'est quelque chose qui tient à cœur le peuple turc. Et avec cette génération et cet Euro 2024 qui s'est terminé face aux Pays-Bas dès les quarts de finale, il y a vraiment une très grosse attente pour cette sélection. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'on va faire une belle compétition. Je m'attends à ce qu'on ait un plafond de verre avec notamment une défense assez lente. À voir également, alors Feldy devrait revenir, mais par contre à voir pour Kenan si sur le côté gauche il va revenir, parce que voilà, ce côté gauche, comme vous avez pu le constater avec Feldy, Kenan c'est vraiment voilà, quoi, quelque chose d'irremplaçable pour ma part. Le poste de numéro 9, je pense que vous l'avez vu, voilà, c'est un très gros débat. Est-ce qu'on met Kellem? Est-ce qu'on met un Baluch comme à l'Euro 2024? Est-ce qu'on met un Deniz Gül qui est officiellement le seul neuf de métier de cette sélection? Donc à voir ce que Montella va proposer. Mais j'ai très hâte, voilà. Il y a certes quelques noms qui manquent, hein. Je pense notamment à un Belke Ozel, un Simi Kulutsoy, un Ala Şimşir et un Demir Yek. Voilà. J'espère en tout cas qu'on va faire une très bonne compétition. Donc voilà. Pour ce qui est des belles histoires, j'ai notamment pris la Côte d'Ivoire qui passe les poules. Après les éditions de 2006, 2010, 2014, la Côte d'Ivoire est enfin de retour pour le mondial. On sent que le travail d'Emerson Faé, il y a eu un après et un avant CAN 2023. Avant cette CAN, c'était vraiment, c'était un peu une longue traversée du désert. Et depuis la reprise d'Emerson Faé dans cette CAN 2023, ça a été les ascenseurs émotionnels avec cette victoire à domicile. Une CAN 2005 qui certes a vu course s'arrêter dès les quarts de finale face à l'Égypte, mais qui montre que la sélection ivoirienne fait partie du top 5 du moment en Afrique. Que voilà, et avec cette règle des meilleurs troisièmes, je vois la Côte d'Ivoire faire quelque chose dans ce mondial et je les vois passer les phases de poule. Donc voilà, alors certes ce sera pas facile avec l'Équateur et entre autres l'Allemagne, mais je vois quand même la Côte d'Ivoire passer. Et à l'image des Ivoiriens, je vois également la Bosnie finir deuxième de sa poule et participer à sa première phase finale. Alors pour rappel, ils avaient déjà fait un mondial, c'était en 2014 au Brésil. Et depuis, les coéquipiers d'Edin Dzeko sont de retour. Alors c'est pas non plus une équipe les plus flamboyantes du tournoi, mais évidemment qui possède un Edin Dzeko toujours increvable, ou encore un Demirovic qu'on connaît en Bundesliga notamment. Donc voilà, affaire à suivre. Mais j'ai très hâte de voir ça également. En ce qui concerne le Japon, je les vois également finir première, donc bon, je spoil un peu les phases de poule, vous l'avez compris. Mais je les vois également passer les huitièmes de finale, qui est un peu leur plafond de verre depuis quelques années. On l'a vu en 2022, en 2018 face à cette remontée de la Belgique. Il y avait également eu 2002 face à la Turquie. Donc voilà, je vois malgré tout le Japon passer un cap et au moins faire un quart de finale. Puis 2022, vous l'avez vu avec le Maroc, on parle beaucoup du continent africain, de certaines sélections qui ont empoché quelques binationaux dans leur effectif. Donc pour ça, je vois une sélection africaine faire un quart de finale un peu comme en 2010, en 2022 comme j'ai pu vous le dire. Donc voilà. Et enfin, je pense que c'est un peu le rêve de tout fan de football qui ont connu les années 2010. Un Portugal-Argentine, une dernière confrontation entre les deux monstres. Alors ça pourrait être, si les deux équipes finissent premières de leur poule, ils peuvent se rencontrer en quart de finale. Donc j'espère que ça va se faire et que voilà, on aura une dernière confrontation entre les deux monstres sacrés du football qui nous ont tant fait rêver sur la dernière décennie. Et enfin voilà, on va terminer cette vidéo par mes prédictions, mes pronos pour les phases de poule. Pour le groupe A qui est Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, République tchèque, je vois les Mexicains finir premier de leur poule. Alors évidemment, c'est un groupe aussi très homogène, c'est pas un groupe où il y a une grosse équipe qui sort du lot. Mais je vois le Mexique qui fait sa Coupe du Monde à domicile, enfin faire une très grosse performance en poule, donc ils finissent premier. J'ai beaucoup hésité, je mets la Corée du Sud, même si c'est vrai que par exemple un Heung-min est aux États-Unis, qu'un Lee Kang-in n'est pas un titulaire indiscutable au PSG, un Kim Min-jae qui n'est pas non plus un titulaire indiscutable au Bayern. Et je vais quand même faire quelque chose pour ce mondial. Ensuite, troisième, l'Afrique du Sud. Alors certes, c'est une sélection qui n'a pas fait une grande CAN,
Mais un avantage qui est plutôt intéressant pour eux, c'est que la majorité de leurs joueurs, voire même leurs 11 titulaires, jouent pratiquement dans le championnat africain, donc dans le championnat local. Donc c'est des joueurs qui se connaissent, qui ont l'habitude de s'affronter face à face et qui voilà quoi, n'ont pas de problème d'intégration pour la sélection. Et donc en dernière la République tchèque, donc je vous avoue que c'est pas la sélection que j'ai le plus suivie. Donc à voir, alors certes il y a le Pavel de l'Olympique Lyonnais, mais c'est pas une sélection où je vais pas faire le puriste, je sais pas ce qu'elle donne vraiment, même si elle a pu éliminer le Danemark dans les barrages. Mais voilà, voilà. Pour l'instant je les mets quatrième de mes pronos. Pour ce qui est du groupe B, Suisse, Bosnie et Herzégovine, comme je vous l'ai dit, la Bosnie, je les vois finir deuxième, la Suisse première. Du côté du Canada, je les vois pas finir dans les meilleurs troisièmes, et enfin Qatar, c'est eux qui complètent ce groupe à la dernière place, comme en 2022. Vous l'avez compris pour le groupe C, alors je vois Haïti quatrième et dernière de la poule malheureusement. Dédicace à Martin Expérience de l'AS Nancy-Lorraine qui va jouer une Coupe du Monde, hein, félicitations à lui et à son pays. Ensuite en troisième je vois l'Écosse. Alors vous l'avez compris, c'est pas non plus voilà quoi un truc original. Voilà, on voit bien évidemment Haïti finir quatrième et l'Écosse troisième. Par contre, Brésil-Maroc, je les ai mis tous les deux en outsider et je vous avoue que j'hésite beaucoup sur qui va finir première et deuxième, mais pour la logique des choses, je vais mettre le Brésil. Certes, c'est pas le grand Brésil des années 2010 avec Neymar notamment. C'est pas le Brésil du Joga Bonito qui a fait rêver l'ancienne génération, mais ça reste quand même le Brésil et une équipe qui a l'habitude de ces matchs de Coupe du Monde. Et le Maroc, je les vois finir deuxième. Pour ce qui est du groupe D, bon, c'était un peu compliqué. Je me suis dit d'un côté, rester humble, essayer de mettre la Turquie dans une bonne position. Mais c'est vrai que ce groupe, un peu comme le Mexique, le groupe du Mexique, je vois pas vraiment une équipe sortir du lot. Je pense que ça va être un groupe qui va jouer jusqu'à la dernière journée. Donc je mets Paraguay, voilà, qui fait son retour depuis 2010 en Coupe du Monde. Je mets Paraguay. L'Australie, alors ça peut être surprenant parce que mine de rien, ça reste comme une sélection qui participe à plusieurs éditions de la Coupe du Monde. Voilà, il y a eu 2006, 2010 il me semble, 2014, 2018, ouais 2018 avec notamment cette phase de poule avec l'équipe de France il me semble, 2022 et un match notamment très notable où ils avaient fait galérer l'Argentine en huitième de finale. Malgré tout, même si c'est vrai qu'elle manque de qualité individuelle, contrairement, on va le voir avec les États-Unis et la Turquie, je vois quand même l'Australie finir dans les meilleurs troisièmes et puis poser des problèmes dans ce groupe. En deuxième, alors ce qui va être intéressant entre la Turquie et les États-Unis, c'est que la première place peut jouer dès la troisième journée des phases de poule. Mais pour ma part, je mets États-Unis deuxième et voilà, je mets Turquie première. Et je pense que le match entre les deux nations là, entre ces deux nations, va être vraiment à fort suspense. Donc voilà. Pour ce qui est du groupe E, j'ai peut-être ma première surprise, alors ça va peut-être en choquer quelques-uns. Alors déjà évidemment Curaçao, félicitations à eux comme Haïti de s'être qualifié pour cette Coupe du Monde, mais malheureusement là ça va être compliqué. En meilleur troisième, je mets l'Équateur. Je pense qu'avec voilà, un secteur défensif avec Pacho, Hincapié et Stupinan et un milieu défensif comme Caicedo, ça peut être redondant à jouer défensivement. Je pense que ça va être une équipe extrêmement compliquée à déjouer. Et en deuxième, ça va surprendre, et comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, c'est l'Allemagne. Comme je vous l'ai dit, entre ces joueurs en méforme comme Musiala physiquement, comme un Wirtz qui sort pas d'une très grosse saison avec Liverpool, assez moyenne, pas catastrophique non plus, et un poste de numéro 9 qui a pas encore été, qui est encore en questionnement. Je vois l'Allemagne finir deuxième, et ensuite je vois la Côte d'Ivoire finir première. Donc voilà, pour sa première phase finale de Coupe du Monde, je les vois finir première devant l'Allemagne. Pour ce qui est du groupe F, alors ça joue beaucoup entre la Suède et la Tunisie pour savoir qui va être dernier de ce groupe. Mais malgré tout, je mets quand même la Tunisie, même si c'est vrai que la Suède, c'est pas une grande Suède comme on a pu le voir à l'époque des Forsberg à la Coupe du Monde 2018 ou à l'Euro 2021. Ça reste quand même une Suède qui a quelques qualités individuelles qui peuvent être une grande solution et d'une grande aide pour sortir de ce groupe. Je vois la Tunisie finir dernière, notamment suite à sa CAN 2025 vraiment catastrophique. Je ne vois pas faire un très gros mondial, même si c'est vrai que bon, au mondial au Qatar, ils avaient fait fort en battant l'équipe de France, mais je les vois quand même finir dernière de la poule. Donc vous l'avez compris, Tunisie 4ème, Suède 3ème.
Et enfin, bah, je pense que c'est un peu la tendance du moment avec le Japon. Je les vois finir premier devant les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui présentent pas non plus la meilleure forme voilà, quoi, de son histoire. Un Ronald Koeman qui est assez critiqué notamment et qui est très critique envers ses joueurs. Et une sélection japonaise qui, comme j'ai pu le dire dans les belles histoires potentielles de cette Coupe du Monde, pourrait passer, non, même j'aimerais qu'ils battent un peu ce plafond de verre des huitièmes de finale et qu'ils arrivent au moins à faire un quart de finale. Donc affaire à suivre. Et bon bah là on est un peu dans un des groupes, là on va enchaîner deux groupes assez ennuyeux on va dire sur le papier. Voilà, vous l'avez compris, alors je vais pas faire de suspense. Nouvelle-Zélande dernière, Iran troisième, Égypte deuxième qui devrait passer, et Belgique qui devrait finir avec 9 points pour moi, c'est totalement obligatoire. Côté du groupe H, c'est également le cas, voilà. J'ai mis Arabie Saoudite quatrième, Cap-Vert troisième, alors voilà. Uruguay deuxième, même si c'est vrai que c'est pas la forme depuis quelques temps avec Bielsa, je les vois quand même finir deuxième, et enfin bon bah sans grande surprise l'Espagne. Enfin on y est, bah, le groupe I, ce groupe France, Sénégal, Norvège, Irak, qui est peut-être un des groupes à suivre durant ce mondial avec le groupe E, Côte d'Ivoire, Allemagne, Équateur, et également le groupe D avec la Turquie et les États-Unis. Pour ma part, je sens que ça va être compliqué, mais je mets quand même la France première devant le Sénégal. Alors voilà, France-Sénégal qui rappelle notamment des bons souvenirs au peuple sénégalais, notamment pour sa première participation à un mondial en 2002. Pour rappel, l'équipe de France était championne du monde en titre et championne d'Europe en titre. Donc elle venait en étant ultra favorite pour le mondial en Corée du Sud et au Japon. Et bon bah ça avait mal débuté avec cette défaite 1-0 face au Lion de la Teranga. Que voilà, un France-Sénégal 22 ans après, 24 ans après, c'est même très très beau. Malgré tout, je vois quand même l'équipe de France finir première devant le Sénégal. L'équipe de Norvège a une très belle génération, mais je demande à voir, est-ce qu'un Odegaard va être à son meilleur niveau? Est-ce qu'un Haaland va savoir répondre au bon moment? Est-ce que ces joueurs vont même réussir à gérer la pression d'un mondial? Parce que certes, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer la Coupe d'Europe, de jouer dans les grands championnats, dans le top 5 des grands championnats. Mais c'est des joueurs qui n'ont pas connu des championnats d'Europe notamment, qui n'ont pas joué à l'Euro 2024 ni l'Euro 2020 notamment sur cette décennie. Et du groupe J, évidemment, je vous l'ai dit, l'Argentine devrait finir première de sa poule. Pour ce qui est de la deuxième place, je mets l'Autriche. J'ai souvenir d'une Autriche extrêmement coriace à jouer, qui est toujours vraiment en mode gegenpressing. Voilà, c'est le football Red Bull, c'est le football prôné par la marque de boissons énergisantes. Cette immense pression à chaque fois que l'adversaire a le ballon. Ensuite, troisième Algérie, à voir ce que va faire notamment Riyad Mahrez pour sa dernière. Est-ce qu'il va être un fléau ou est-ce qu'il va sortir une dernière compétition mémorable avec l'Algérie? Donc affaire à suivre. Et enfin voilà, la Jordanie qui devrait être bonne dernière de sa poule. Pour ce qui est du groupe K, alors évidemment j'ai mis Portugal première. Pour la deuxième page j'ai beaucoup hésité, mais j'ai quand même mis le Congo. Je demande à voir le Congo. Alors certes, la Colombie n'est pas non plus à sous-estimer. Je les vois notamment finir dans les meilleurs troisièmes parce que voilà, ça reste quand même une très bonne sélection qui a... Certes, c'est pas non plus la Colombie de 2014. Voilà, c'est Colombie qui avait notamment James Rodriguez ou encore Juan Cuadrado. Donc voilà, mais c'est une Colombie qui sort notamment d'une performance mémorable en Copa América qu'il a vu atteindre la finale face à l'Albi Céleste. Et enfin, bonne dernière, Ouzbékistan. Et enfin, pour le groupe L, on n'a pas grande surprise, voilà, Angleterre, Croatie, Ghana et Panama. Ce qui nous donne donc alors pour les 16e de finale, Côte d'Ivoire, Australie, ensuite France, Suède, Corée du Sud, Bosnie, Herzégovine, Japon, Maroc, Brésil, Pays-Bas, Allemagne, Sénégal, Mexique, Écosse, Angleterre, Colombie. Ensuite, on a le RDC Congo, Croatie, Espagne, Autriche. Ensuite, Turquie, Équateur, Belgique, Afrique du Sud, Argentine, Uruguay, États-Unis, Égypte, Suisse, Algérie et enfin Portugal, Norvège. Donc voilà, c'est pour l'instant mes 6e de finale. Alors pour l'instant, pour ce qui est des 8e, alors si jamais je fais mes choix, je vais dire Côte d'Ivoire, France. Voilà, je vois les deux équipes face à face. Je vois ensuite un Corée du Sud, Japon. Voilà, une confrontation 100% asiatique. Brésil, Sénégal, Mexique, Angleterre,
Croatie, Espagne, Turquie, Belgique, Argentine, États-Unis, Suisse, Portugal, un remake des huitièmes de finale en 2022 déjà à ce moment-là. Ensuite pour les cartes, je vois ensuite France-Japon, Sénégal, Angleterre, Espagne, Turquie, Portugal, Argentine. Donc voilà, j'espère que ça va se faire, qu'il y aura une dernière confrontation entre les deux monstres sacrés de ce 21e siècle. Donc je vois la France et l'Angleterre. Alors le Japon, comme j'ai pu le dire, devrait. J'espère qu'ils vont faire, qu'ils vont briser ce plafond de verre que sont les huitièmes et aller jusqu'en quart de finale au moins. Pour ce qui est du Sénégal, j'espère qu'ils, pour ma part, vous l'avez compris, c'est pour moi la nation africaine qui devrait atteindre les quarts de finale. Maintenant, affaire à suivre. Voilà, comme en 2022, je les vois pas faire grand chose face à l'Angleterre, qui est une nation qui a l'habitude de ses grands moments, qui a fait 2 finales d'Euro. Qui a fait une demi-finale qui remonte certes en 2018, mais qui n'est pas sous-estimée non plus. Pour la Turquie-Espagne, bon bah voilà, j'espère qu'on fera un parcours tel quel, même si c'est vrai qu'Équateur, Belgique, sur le papier, c'est pas des nations à sous-estimer, c'est même des outsiders, notamment la Belgique que j'ai pu mettre dans mon top 5. Mais je pense qu'on va avoir, ça va être compliqué, on va avoir nos limites face à l'Espagne, notamment au milieu de terrain, on l'a vu notamment. On l'a vu notamment lors des. Justement, on les a joués lors des phases de qualification. Ça a été vraiment compliqué lors du premier match. Bon, voilà, 6-0, je pense que vous l'avez tous vu. Le match retour s'était plutôt bien passé. On avait fait 2 partout avec une équipe un peu remaniée. Mais voilà, je vois quand même la Turquie finir. Se faire éliminer dès l'écart face à l'Espagne. Enfin, bon, je vois le Portugal passer face à une Argentine. Qui va pas souffrir de la malédiction du champion du monde, voilà, comme a pu l'avoir la France en 2002, l'Allemagne en 2018 ou encore l'Espagne en 2014. Mais voilà, je pense que c'est une Argentine qui n'aura plus faim comme à son habitude et qui va être un peu cramée physiquement avec tous les joueurs qui approchent de la quarantaine. Mais malgré tout, si c'est le cas, bravo à Scaloni pour l'immense travail qu'il a fourni. Et puis voilà quoi, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite, les demi-finales, c'est plutôt intéressant. France-Angleterre, Espagne-Portugal. J'ai beaucoup hésité. Je vois France-Espagne. Alors, c'est peut-être évidemment mon côté. C'est peut-être les sentiments qui vont jouer, mais je vois l'équipe de France passer. Je vois pas Deschamps. C'est vrai qu'on a quelques lacunes, notamment au milieu de terrain, comme j'ai pu le dire. Alors, c'est peut-être les sentiments qui vont jouer, mais bon, voilà, c'est mes pronos. Mais je vois l'équipe de France aller en finale face à l'Espagne. Le Portugal, je demande à voir aussi avec ses quelques lacunes offensives. Donc ça nous donne une finale France-Espagne. Et je vois l'Espagne nous dominer encore une fois, un peu comme à l'Euro 2024 et lors de la Ligue des Nations l'année dernière. Et pour le match de la 3ème place, je vois le Portugal finir 3ème. Voilà, c'était mes pronos les gars. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette première vidéo. Désolé, je bégaye, mais j'ai la gorge vraiment sèche. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette face cam pour la chaîne YouTube. Est-ce qu'il y aura des prochaines vidéos? Oui. Alors notamment sur la F1, à voir avec. Il y a le Grand Prix de Barcelone ce week-end, donc je pensais vous faire un peu un récapitulatif de la saison après 7 premiers Grands Prix. Voilà, il y a beaucoup de suspense pour cette Coupe du Monde, même si oui, c'est pas la Coupe du Monde du siècle. Voilà, on est très loin d'endroits très footballistiques, voilà, qui sentent le football comme le Brésil ou même l'Afrique du Sud. Mais voilà, ça reste un mondial, ça reste l'événement majeur dans le monde entier. Donc voilà, c'était la première vidéo de la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas combien de temps dure cette vidéo, il est quelle heure là? Ouais, je pense qu'on est pas loin d'une bonne demi-heure, même d'une quarantaine de minutes. Donc à voir avec le montage, mais en tout cas, merci de m'avoir suivi. Pour les étudiants comme moi, force à vous pour la période des examens, pour la période des oraux, ou même pour ceux qui sont en période de stage ou en période d'alternance, je vous souhaite de la réussite. Et puis je vous souhaite de passer un très bon mondial, que vous soyez espagnol, sénégalais, français, anglais, brésilien ou même encore croate. Je vous souhaite un très bon mondial. Donc voilà, salut.